Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique du vendredi matin avec Lou sur Radio Gemozo. Alors comme chaque semaine, je traite d'un sujet qui me tient généralement à cœur. Je pense qu'à force, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez dû constater que je prends les choses très à cœur. Et même si aujourd'hui ça fait 98 ans qu'a eu lieu l'armistice de la Première Guerre mondiale, et j'espère être là dans 2 ans pour vous en parler. Et puis même aussi, j'avais envie de parler des élections présidentielles aux États-Unis. Je pense toutefois qu'il faut laisser de côté quelque chose qui ne se déroule pas chez nous. Je vais m'attaquer à un autre problème profond de notre société, un problème vieux comme le monde qui touche avant tout toutes les femmes, mais au fond la société tout entière. Nous vivons dans une époque en changement constant, mais étrangement ce phénomène-là n'évolue pas. J'ai décidé de vous parler de la culture du viol. Alors chers tous, j'annonce Girl Power 3 et ça va faire mal. Alors cette semaine, je suis tombée sur un article des Inrocks qui a happé mon attention. En effet, le 3 octobre de cette année, une étude vient d'être rendue publique à propos de la culture du viol. Alors avant toute chose, la culture du viol, qu'est-ce que c'est ? Donc, la culture du viol est définie par la militante féministe Caroline Haas comme tous les éléments sociaux, linguistiques, médiatiques, publicitaires, politiques qui tentent à banaliser les violences à l'encontre des femmes et à leur en faire porter la responsabilité. Comme par exemple, quand un conseiller du président dit que l'affaire Baupin était privée, une affaire de viol, ou encore quand une publicité de Calvin Klein ou encore de Dolce Gabbana met en scène un viol collectif de manière soi-disant esthétique. Quand on dit « elle s'est fait violer », alors que la victime n'a rien fait quand on dit cela. Et on fait disparaître l'agresseur du langage. Tout ça, c'est la culture du viol. La culture du viol, je disais, c'est un concept établissant les liens entre le viol ainsi que d'autres violences sexuelles et la culture de la société dans laquelle prévalent des attitudes et des pratiques tendant à tolérer, excuser, voire approuver le viol. En règle générale, l'accuseur est victimisé et la victime passe pour un coupable idéal à grands coups de « tu l'avais bien cherché »,« regarde comment tu t'habilles »,« oh, vu que tu lui as dit oui au début, c'est pas un viol », oh, tu lui as pas dit non assez clairement. Enfin, des tas de phrases débiles qui excusent un crime. Parce qu'un viol, c'est un crime. L'article relate une étude menée au Québec par Massil Ben-Bouriche, docteur en psychologie et en criminologie. Cette étude sur les agressions sexuelles a été menée dans le cadre de sa thèse. Il avait pour but de comprendre l'impact de l'alcool et de l'excitation sur les contraintes sexuelles faites aux femmes. Pour cette étude, il a réuni 150 hommes âgés de 21 à 35 ans, qu'ils soient étudiants, travailleurs ou chômeurs. Ces hommes avaient un passé vierge de toute agression ou même de trouble mental. À partir de là, il a établi différents groupes au fil des évaluations, comme par exemple un groupe qui boit de l'alcool et un groupe sobre qui a été testé sur leur capacité à reconnaître l'absence de consentement chez une femme. Un groupe a été exposé à des contenus pornographiques, ce qui n'a pas été très concluant, etc. jusqu'à la dernière étape. Et la dernière étape, parlons-en. Pour cela, les hommes ont écouté une bande audio. Marie et Martin reviennent d'une soirée arrosée dans un bar. Ils s'installent sur le divan et commencent à s'embrasser. Lorsque Martin touche les seins de Marie et commence à essayer de la dévêtir, celle-ci émet de premières réticences. Martin se fait convaincant et s'ensuit un nouvel échange de baisers. Marie énonce de façon de plus en plus claire qu'elle ne veut pas avoir de relation sexuelle avec Martin, mais celui-ci poursuit ses avances. L'enregistrement s'arrête juste avant que Martin ne viole Marie. Ensuite s'ensuivent une foulée de questions. Est-ce qu'elle est consentante ? À quel moment exprime-t-elle son refus d'avoir un rapport sexuel ? Comment auriez-vous fait pour avoir une relation sexuelle avec elle ? Lui auriez-vous menti, proposé un verre, poursuivi le contact physique ? La moitié des hommes avouent utiliser des stratagèmes pour arriver à leur fin. Et l'ultime question, si vous étiez absolument certain que Marie ne porte jamais plainte et que vous ne soyez jamais poursuivi, quelles seraient les chances d'avoir une relation sexuelle avec Marie alors qu'elle n'est pas d'accord ? On est bien d'accord, cette question ne passe pas par 4 chemins, n'évoque pas directement le viol, mais elle est parfaitement limpide. Et à votre avis, quel est le pourcentage d'hommes qui a répondu « oui » à la question ? 5% ? 10% ? Oh non, mes chéris.
30% des hommes interrogés seraient capables de commettre un viol s'ils avaient la certitude de ne jamais être poursuivis pour avoir commis ce crime. Et pour ceux qui adhèrent à la culture du viol et qui ont bu de l'alcool, la proportion monte à 60%. C'est parfaitement effarant. Le résultat a beaucoup surpris le chercheur qui pense que ce problème pose de vraies questions sur le laxisme et la passivité ambiante sur l'agression sexuelle de son traitement judiciaire au harcèlement de rue. Cette question a déjà été développée dans les années 80 par un chercheur, mais peu utilisée car pas assez subtile. À cette époque, entre 29 et 33% des interrogés répondaient par la positive. C'est effrayant que 36 ans après, les statistiques n'aient pas bougé d'un poil. Ça en dit long sur notre société. Le chercheur ajoute « Contrairement aux croyances populaires, l'alcool n'a pas d'effet direct sur la perception du consentement et la violence, sauf sur des gens qui adhèrent à cette culture, pas chez les autres. Pour eux, la femme tient une part de responsabilité dans son viol. Les stratégies coercitives sont la manière dont les gens peuvent avoir un rapport sans consentement explicite. Ceux qui sont d'accord avec le mythe du viol et qui n'ont pas consommé d'alcool vont faire des promesses, tenter de manipuler, intoxiquer, dans le but d'obtenir un rapport. S'ils ont consommé de l'alcool, ils seront beaucoup plus enclins à utiliser la violence physique pour parvenir à leur fin et donc commettre un viol. » Fin de citation. Donc, si ce n'est pas l'alcool qui a un lien avec cette culture du viol, ce sont les mentalités millénaires de notre société, ces mentalités préhistoriques. Statistiquement, une femme sur 5, donc 20% des femmes, sera violée au cours de sa vie. Chaque année, 84 000 femmes sont violées en France. Mais bon sang, c'est abyssal. Dans mon groupe d'amis, il y en a une qui a été violée. Laquelle d'entre nous sera la suivante ? Comment voulez-vous qu'en tant que femme, on vive avec cette idée, sans rien dire, sans rien faire ? Il est vrai que ces derniers temps, les viols et autres agressions sont de plus en plus dénoncés, comme on peut le voir dans les réseaux sociaux. Mais ça ne fait pas tout. La prévention contre le viol est trop maigre. Partout, on voit des spots de prévention routière, des publicités pour la santé contre l'alcool, le tabac, même l'excès de nourriture mauvaise pour la santé. Mais le viol, ou comme l'avortement dans un précédent Girl Power, sont des sujets tabous. Et ça doit changer. Pour cela, Caroline Haas propose de passer par une politique publique comme celle de la sécurité routière qui, en 20 ans, a changé énormément de choses. Je cite « En 20 ans, on a fait changer les mentalités sur un sujet qui concernait tout le monde. On a évité des milliers d'accidents de la route. Il faut faire pareil pour les violences faites aux femmes. Cela passe par 5 éléments. L'impulsion politique, l'éducation, l'augmentation des sanctions, le recrutement de professionnels et la communication. Il faut que le président en parle, qu'on éduque les collégiens, que l'on augmente les délais de prescription sur ces violences, que l'on fasse de la détection systématique avec des personnes formées et que l'on fasse de grandes campagnes pour sensibiliser tout le monde et pas seulement les femmes. » Fin de citation. Pour conclure, je dirais qu'il faut savoir garder à l'esprit qu'un non, ça veut dire non. Une absence de réponse, c'est un non. Une absence de réaction, c'est un non. À tout moment, une femme, et même un homme, parce que les hommes violés, ça arrive, a le droit de dire que finalement, il ou elle n'en a pas envie. Que finalement, ça ne lui plaît pas tant que ça, et qu'il faudrait s'arrêter. Un homme ou une femme a le droit de dire oui au début, et finalement se rétracter. C'est un droit fondamental. Et ça, si on veut vraiment faire bouger les choses, il faut impérativement le garder à l'esprit et se battre pour que notre société évolue dans le bon sens. C'était le billet d'humeur du vendredi matin de Lou. Je vous remercie de votre attention.